Bonjour les troisièmes, on se retrouve pour une vidéo sur la leçon Un exemple de contamination, la rubéole. C'est la leçon M4. Voici une affiche de l'INPES. Cette affiche nous parle de vaccination. Elle vise les jeunes femmes avant qu'elles ne tombent enceintes. La rubéole est une maladie bénigne, c'est-à-dire pas grave du tout pour l'enfant et l'adulte. Elle se manifeste par de la fièvre et l'apparition de plaques rouges sur le corps et l'on guérit normalement en quelques jours. Cependant, elle peut être très grave si c'est une femme enceinte qui l'attrape, puisque ça peut causer en fait des malformations sur le fœtus ou l'embryon. Donc en fait, cette maladie, elle va soulever plusieurs questions qui vont nous permettre d'avancer dans la leçon. Tout d'abord, comment une maladie peut-elle être bénigne pour l'adulte et extrêmement grave pour l'embryon? Comment est-ce qu'on peut guérir sans traitement? Et également, comment est-ce qu'elle peut causer des malformations chez l'embryon? C'est parti! Alors, commençons par la première question. Comment expliquer que la rubéole soit dangereuse pour le fœtus alors que c'est la mère qui est malade? L'hypothèse que l'on va formuler, c'est que le microbe va être de très petite taille puisqu'il a dû passer à travers le placenta, qui est la zone d'échange, c'est un organe transitoire où vont se faire les échanges de dioxygène, de nutriments et de dioxyde de carbone entre le sang maternel et le sang de l'enfant, du fœtus. Donc on doit avoir un microbe suffisamment petit pour franchir cette barrière naturelle. Alors, comparons déjà la taille de différents microbes afin de trouver lequel va correspondre le mieux à la rubéole. Donc, sur ce document, on va comparer un virus avec les deux documents suivants qui sont une bactérie coque, le staphylocoque, et les ferments lactiques dont on a déjà parlé. Donc, ce qui va nous permettre de déterminer la taille de chaque microbe, ce sont les échelles qui sont portées sur le document. Échelles que vous pouvez voir donc ici. Et ces échelles, elles vont nous permettre d'identifier la taille, puisqu'on va pouvoir reporter, alors de façon un peu grossière, on va pouvoir reporter la taille sur l'image. Donc par exemple, sur le virus de la grippe, on va pouvoir se dire qu'on a à peu près 2 fois l'équivalent de la distance qui est donnée par l'échelle. Donc notre virus, il va faire environ 50 nanomètres. Alors les nanomètres, vous voyez qu'il s'agit en fait de 10-9 mètres, on est au millième de millimètre, donc nos virus, ils viennent se placer dans cette case-là. Pour les petites bactéries coques, qui indéniablement sont bien plus petites, on s'aperçoit donc que la distance proposée elle est de 2,5 micromètres, et de ce fait, on va partir sur l'idée que notre bactérie, elle va faire environ 0,5 micromètre à 1 micromètre. Pour le coup, on vient se placer maintenant dans la seconde, dans la case à côté. Donc ici, on a le staphylocoque. Staphylo. Sur la troisième image, donc on va partir sur ces bacilles qui sont un petit peu longs. Et donc pareil, on va dire qu'on a 2 fois la longueur de l'échelle. Donc on est plutôt de l'ordre de 4 micromètres. Et on va se placer ici pour les ferments. Voilà. Donc, de la comparaison, on va pouvoir conclure que véritablement le microbe qui sera le plus petit, ce sera le virus. Notre rubéole est liée à une infection virale. Alors, si on veut replacer ça sur une échelle du vivant pour se rendre vraiment compte, on va bien sûr placer les virus dans la case la plus petite. Ici, on est vraiment de l'ordre du nanomètre. Alors que les bactéries, on va les placer dans cette case-ci. Et je sors un peu de la case. On est de l'ordre plutôt du micromètre. Nous arrivons donc à notre premier bilan. Les virus sont des microbes beaucoup plus petits que les bactéries. Ils traversent plus facilement les muqueuses et parfois même le placenta, comme dans le cas du virus de la rubéole. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment d'une infection virale? Voici des micrographies du virus de la grippe. On voit très nettement le virus entrer à l'intérieur d'une cellule, puis on voit de nombreux virus qui vont ressortir de la cellule. Ici, vous voyez les virus qui ressortent de la cellule. Et sur les premiers documents, le 1 et le 2, c'est une entrée
du virus à l'intérieur de la cellule. La membrane cellulaire, elle est délimitée par la ligne que l'on voit au-dessus. Hein. Et le 3 et le 4, c'est une sortie d'un virus de la cellule. Alors, vous voyez quand même que sur cette dernière image, au moment où on a de très nombreux virus qui vont sortir, la membrane cellulaire, elle commence un petit peu à se désorganiser et selon le nombre de virus qui va sortir, elle ne va pas le supporter, elle va littéralement être détruite, hein, exploser. Alors, le virus s'est multiplié dans la cellule. La sortie de nombreux virus peut détruire la cellule et ça va vraiment conditionner les effets sur l'organisme. Si on est chez un organisme qui est déjà complètement formé, on a donc une infection virale, des cellules qui sont détruites. Hein, chez l'enfant ou chez l'adulte, l'organe est fonctionnel. On va se retrouver avec un organe qui va continuer de fonctionner, qui remplacera les cellules qui ont été détruites. Pour la grippe, les cellules cibles, ça va être les cellules musculaires. C'est pour ça qu'on a souvent des courbatures quand on a la grippe. Par contre, si toutefois on est au niveau d'un embryon ou d'un fœtus, les organes ne sont pas encore complètement formés et de ce fait, s'il manque une cellule, il va manquer une partie de l'organe au final. Donc selon le moment de la grossesse à laquelle la mère contracte la rubéole, ça pourra avoir une gravité vraiment variable, hein, puisque ça va de malformations au niveau de l'œil jusqu'à des malformations cardiaques qui sont à envisager. Alors, sur ce schéma, nous voyons le virus qui est constitué d'une enveloppe et d'un fragment d'information génétique, souvent c'est de l'ADN. Il utilise l'appareillage de la cellule qu'il va contaminer, on appelle ça la cellulote, pour dupliquer son information génétique, pour produire des protéines virales et de nouveaux virus qui vont ainsi être constitués et vont pouvoir sortir de la cellule. La plupart du temps, les virus ont deux phases d'attaque. Une première phase où pour un virus qui rentre dans une cellule, il y a quelques virus qui vont sortir. Les cellules ne sont pas forcément détruites, c'est un petit peu un stade d'incubation. Et à un moment donné, un délai assez variable selon le virus, il va rentrer dans une phase de multiplication intense et à ce moment-là, on commence à avoir pas mal de destruction cellulaire. Donc notre virus, c'est vraiment un parasite cellulaire. Il est vraiment à la limite entre ce qui est vivant et non vivant, puisqu'en fait, vous remarquez que lui tout seul, s'il n'est pas dans une cellule qu'il a contaminée, il est incapable de se multiplier. Or, la multiplication, le fait de pouvoir se reproduire, c'est vraiment ce qu'on définit en classe de 6e comme étant l'élément essentiel pour définir qu'un élément est vivant. Alors nous arrivons à notre deuxième bilan. Le virus pénètre dans une cellule de l'organisme qui l'a contaminé. Il se multiplie à l'intérieur de celle-ci, puis le virus ressort de la cellule. Parfois, la sortie massive des virus provoque la destruction de la cellule. Alors nous allons terminer sur le schéma de synthèse. Nous venons de voir aujourd'hui que lorsqu'on a une infection qui se fait par un virus, on va avoir multiplication à l'intérieur de nos cellules. Hein. Donc vous pouvez voir le virus qui rentre, qui franchit les muqueuses à ce niveau-là. Petits virus qui sont dessinés, ils viennent se loger à l'intérieur de nos cellules et donc on a une infection par multiplication à l'intérieur, puis destruction des cellules. Là où ils vont se situer, c'est à l'intérieur de nos propres cellules. Donc voilà, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.